Les moulins de Mains. Ils ont été jusqu'à 37 à tourner dans notre ville de Mains-sur-Loire. Mains-sur-Loire, Mains-sur-Mauve aussi. Les Mauves, elles sont l'âme de Mains-sur-Loire, elles firent sa richesse, elles font son originalité. Forces vives et vivantes, elles ont transmis leur énergie aux moulins. Moulins à farine bien sûr, mais aussi à temps, destinés à fournir un cuir précieux, car préparé sur plusieurs années, grâce à de l'écorce de chêne. À foulon, pour produire du drap et du feutre, les pieds étant remplacés par des marteaux actionnés par la roue. À papier, fournissant ainsi l'université d'Orléans. À poudre et à salpêtre, à partir de la bataille de Crécy en 1346, on fabrique de la poudre à canon en y mélangeant du soufre et du charbon de bois. À travailler le chamois, c'est le même principe que pour les moulins à foulon. On frappe les peaux après les avoir fait tremper dans l'eau pure des Mauves pour les rendre plus douces. Et pour ne pas l'oublier, citons le seul moulin à vent de Mains qui fut détruit en 1784. Pour lui rendre hommage, une rue porte son nom. Ces moulins n'ont pas survécu à l'industrialisation, bien qu'ils aient remplacé par l'électricité la force des Mauves au début du XXe siècle. Cependant, grâce à l'amour et à la ténacité de propriétaires de moulins, transmis par héritage familial ou acquis plus récemment, les moulins sont vivants, cachés à la vue, mais présents dans le cœur des Macdunois. Et comme souvent, les trésors les plus précieux sont les mieux cachés. Voici quelques témoignages. Ils constituent un premier groupe représentant le passé d'un moulin à farine, son histoire toujours vivante, la modernisation d'un moulin et sa partition à l'essor industriel, la renaissance de l'un d'eux grâce aux efforts et à la pugnacité de ses propriétaires. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. À vous, Macdunois, de compléter cette grande épopée des moulins à travers les âges, avec vos propres témoignages oraux ou photographiques. Nous sommes là pour les accueillir. Ces pages vous sont dédiées. Elles s'ouvrent aussi à vous qui passez à Mains-sur-Loire et témoignez ainsi de l'intérêt que vous portez à notre patrimoine. Merci aux uns comme aux autres. Alors on commence à parler du moulin de Clans à partir de 1478 et au XVIIe siècle déjà, on parle d'un monsieur meunier qui tient ce moulin de Clans. Alors quelles sont pour vous les dates les plus importantes de ce moulin par rapport à votre famille? Alors mon grand-père meunier a acheté le moulin en 1927, à l'extinction des feux. Il y tenait parce qu'auparavant il était meunier à Rondenot, donc sur la commune de Huisseau-sur-Mauve. Et ce moulin appartenait à la famille de Robien, et il était à bout de paille, et il voulait à toute fin acquérir le moulin de Clans. Il a été reconstruit à neuf en 1803, ce magnifique moulin. Et parlez-nous ensuite des diverses modifications les plus profondes, comme par exemple l'électrification de ce moulin. En 1955, mon père a électrifié le moulin, ce qui simplifiait beaucoup pour la mise en œuvre de la bonne marche du moulin. L'arrêt de l'activité de meunerie proprement dite a eu lieu en quelle année? Alors, l'activité du moulin de Clans a eu lieu en 1995, donc c'est moi qui ai arrêté le moulin pour une raison de santé. Alors, on a parlé des diverses activités du moulin au fil du temps, mais on va parler aussi des propriétaires plus que célèbres de ce moulin, de ce grand moulin de Clans. Alors, le plus célèbre, évidemment, c'est les parents de Coutet, Gaston Coutet. Donc c'est lui auparavant qui devait prendre la succession de son père, mais il a préféré faire de la poésie. Pour notre plus grand plaisir. Donc le moulin a été exploité par Eugène Coutet, donc le père de Gaston, avec son gendre Emmanuel Troulet, qui fut après maire de Mains-sur-Loire, et qui lui a acheté le moulin de Coutet. Alors, vous avez, c'est une histoire d'amour, une histoire de famille, ce grand moulin de Clans. Alors, que ressent un petit garçon dans un moulin comme ça? Comment était la vie au temps où ce moulin fonctionnait? Eh bien, évidemment, on suivait l'activité du moulin, les allées et venues. Alors, le moulin de Clans
était un moulin à farine et à céréales secondaires. C'est-à-dire qu'il écrasait de l'orge et de l'avoine pour les agriculteurs environnants. Et alors évidemment, c'était les allées et venues à l'époque 1945-50, avec des chevaux évidemment. Et alors vous m'avez parlé de quelque chose qui m'a beaucoup étonnée, c'est que les céréales secondaires et les céréales nobles n'étaient absolument pas faites avec les mêmes outils, les mêmes machines. Non, alors, pour le blé était écrasé avec des cylindres et tamisé avec un blanchisteur. Par contre, pour les céréales secondaires, c'était des molles. C'était donc une molle mobile et puis une fixe, et le grain passait entre ces deux molles. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une molle? Une molle, c'est un grand plateau cylindrique et avec des sillons. Et ces sillons, ça s'appelle rhabiller. C'est martelé avec un marteau bien trempé. Et il y avait des tâcherons, c'était des rhabilleurs de molle, on les appelait. Et pendant 3 à 4 jours, ils martelaient la molle pour la rendre active. Voilà, plus efficace. Voilà. Exactement. Alors, donc ce petit garçon qui vivait dans ce moulin, il y avait une ambiance extraordinaire avec toutes ces carrioles qui allaient, qui venaient, et puis il y avait les personnes qui y travaillaient, donc les repas. Parlez-nous un peu de cette ambiance. Alors il y avait une ambiance familiale, donc les agriculteurs qui amenaient le grain étaient des familiers, le personnel mangeait à la même table que les patrons. C'était une grande famille. Et puis en plus, donc, au Moulin de Clan, il y avait 2 familles. C'était donc mon père et son frère jumeau qui exploitaient le moulin. Alors, on a parlé donc de toute cette activité, et vous avez donné quelques dates, donc justement celles qui correspondent à la guerre. Donc racontez-nous un peu comment ça se passait au moment de la guerre. Et même au moment de la guerre, le blé était extrait à 95%, c'est-à-dire qu'on faisait une farine noire. Mais malgré tout, chaque moulin faisait de la farine blanche. On avait le droit, on prenait le droit d'en distribuer un petit peu en cachette, évidemment, aux gens certainement nécessiteux, parce qu'il ne faut pas oublier que pendant la guerre, c'était la restriction, et que la farine et le pain, c'était une matière première alimentaire nécessaire. Vous avez parlé de laver le blé avant de le... Et pour moi, la farine venait forcément de quelque chose de très sec. Donc expliquez un petit peu comment ça se passait. Et le blé était lavé. Il tombait dans un cuvier. Il était mélangé avec l'eau dans une vis et il partait dans les soreuses. La crasse est dans la fente du blé. Donc automatiquement, l'eau pénétrant dans la fente du blé, à l'extraction, le blé était bien propre. Et ce blé n'était écrasé que 24 heures après. Alors il allait passer donc dans des cylindres, ça s'appelait des broyeurs, et successivement, l'écorce était grattée, au minimum par 4 passages, ça dépendait des moulins, d'une part l'écorce, et puis alors après il y avait les smoules. Les smoules s'appellent convertis pour être mis en farine. Et il y avait tout un mouvement dans le moulin pour la mise en œuvre justement du blé. Alors, vous avez employé plusieurs mots techniques. Alors, quels étaient le nom de toutes ces machines par lesquelles passait le blé avant de devenir cette farine? Alors, les broyeurs, c'était des appareils avec 2 cylindres cannelés. Et par contre, les convertisseurs, c'était des appareils lisses, des cylindres lisses qui écrasaient donc les smoules et les fines semoules.
Après, je parlais du planchistère. Le planchistère, c'est un mouvement de hula hoop et ça va diviser les produits selon leur qualification. C'est-à-dire, par exemple, le blé qui a été écrasé va arriver au planchistère et être divisé en 4 parties. Il y aura l'écorce, il y aura les grosses semoules, les fines semoules et la farine. Et successivement, donc la farine sera éliminée tout de suite. Par contre, l'écorce sera à nouveau broyée et les semoules à nouveau converties. Et tout le système de transport dans le moulin était auparavant par élévateur et dernièrement par système pneumatique. Donc tout était aspiré et pratiquement il n'y avait pas de poussière dans le moulin. On imagine toujours le meunier tout blanc, mais donc dans un moulin, il y a peu de poussière. Il n'y a plus de poussière. C'est le boulanger qui est tout blanc, c'est pas le meunier. Vous m'avez parlé de boulanger sous contrat. Alors racontez un peu quelles sont les incidences, les interactions. Alors, le boulanger, donc évidemment, utilise de la farine et en général, c'était le meunier qui l'aidait à s'installer, c'est-à-dire même financièrement, c'était un peu le principe des cafés avec une licence. Alors, l'aidant financièrement, le contrat était que le boulanger prenne exclusivement la farine au meunier. Donc, en achetant le blé directement en culture, on savait où il était produit parce qu'il faut reconnaître que la Beauce, surtout notre secteur, c'est un bon terroir à blé. Et le cultivateur nous disait la variété de blé, évidemment il y a énormément de variétés de blé et il y en a qui sont plus ou moins bonnes pour la panification et d'autres évidemment sont exclusivement réservées pour l'alimentation animale. Alors, vous qui avez vécu toute votre vie dans une relation étroite avec la farine, qu'est-ce qu'une bonne farine? Une bonne farine, déjà, c'est la couleur, c'est sa légèreté, on pourrait même dire son odeur même. On la regarde évidemment avec des yeux, mais aussi on la savoure. Donc la couleur, la saveur, l'odeur. Oui. Donc c'est vrai que le pain, c'est la base de notre alimentation. C'est un grand plaisir et c'est grâce à vous que des traditions ont pu être sauvegardées, conservées et que maintenant nous mangeons du pain blanc. Merci Monsieur Meunier. Madame Rancier, bonjour. Vous allez nous parler plus particulièrement du moulin du Rousselet. Alors le moulin du Rousselet, ce fut un moulin à farine et très longtemps un moulin à temps. Et puis, votre papa a racheté ce moulin et là, ça a été une toute autre aventure. Est-ce que vous pouvez nous parler des activités de ce moulin? Alors du moulin à temps, très exactement, parce que papa l'a acheté. Il a tout enlevé ce système qui ne servait plus pour la mécanique, étant donné que mon père a fait de ce moulin un atelier de mécanique de précision, ce qui correspond à tous les outillages de très petit calibre, et ce, avec beaucoup d'apprentis qu'il a formés pendant de 1923 à 1971. 101 apprentis sont passés dans l'atelier de M. Magès. Le premier, le plus connu des Macdunois, François Quatrhomme, son premier apprenti. Bon, ceci dit, ça c'est pour le moulin tel que mon père l'a restructuré. Alors, moi j'y suis née, et je peux vous dire que naître dans un moulin, c'est formidable. Parce que un moulin, ça vit, ça a une âme, ça a un cœur, ça remue tout le temps. Et quand le moulin s'arrêtait, c'est comme si on était malade. Parce qu'il n'y avait plus de bruit, il n'y avait plus rien. Et ce moulin nous donnait
l'électricité, le chauffage, faisait monter l'eau au premier étage, dans la cuisine, dans la salle de bain, si bien que nous avions toujours de l'eau, parce que quand vous voyez l'intérieur d'un moulin, je ne parle pas d'un moulin à farine, hein, mais d'un moulin où tout était fait pour des machines, c'est-à-dire que vous aviez les axes avec des engrenages et des grandes courroies, et ces grandes courroies tournaient et étaient placées sur d'autres courroies qui faisaient marcher les presses, qui faisaient marcher également les tours. Tout tournait en même temps. Bon, ceci dit, c'était pour simplement la mécanique. Alors après, pour l'habitation, comme je vous l'ai expliqué, nous avions la lumière qui venait directement, mais c'était très drôle, parce que, étant donné que la roue de moulin avait quelquefois du balourd, ce qu'on appelait. Le balourd, c'était que, suivant l'arrivée d'eau, la puissance était plus forte, la roue tournait plus vite. Et lorsqu'elle tournait plus vite, la lumière était plus forte, plus intense. Alors que le moulin tournait moins vite, la lumière descendait. Si bien que nous avions des hauts et des bas en permanence. Vous aviez, je crois, des clients de renommée sinon mondiale, internationale, bien sûr, oui. Alors les premiers, c'était Panhard et Levasseur, même avant Delogère, Gailly, bien sûr, qui était de Main-sur-Loire, les ateliers électriques également. Ah, l'armée, bien sûr, l'armée, oui, évidemment, l'armée. Vous avez évoqué tout à l'heure l'apprentissage, qui a été donc une grande partie du travail de votre papa, c'est-à-dire de transmettre son savoir. Oui. Et donc, comment ça se passait au quotidien avec ces apprentis? À l'époque, ils étaient très jeunes. Hein. Quand ils arrivaient à la maison, ils avaient 14 ans, même quelquefois avant 14 ans. Donc ils arrivaient, et c'était 3 ans d'apprentissage. Mais ils n'ont pas tout de suite fait par alternance. Au début, ce n'était que mon père qui était leur professeur. Mais il allait beaucoup plus loin, parce que quand il avait des apprentis qui n'étaient pas très forts en orthographe, ou pas très forts en calcul, ou qui avaient quelques problèmes aussi pour le dessin, c'était mon père qui les formait. Au bout de 3 ans, passaient un CAP. Et lorsqu'ils avaient leur CAP, souvent ils étaient pris à l'avance. Vous m'avez raconté quelque chose de très drôle, c'est l'entretien des machines avec un instrument, ou plutôt avec une chose un peu particulière. La queue de cochon ? Oui. Alors ça, c'était pour la grande roue, c'est-à-dire la grande roue qui est à l'intérieur du moulin. C'est une grande roue en buis, je dis bien en buis, entièrement. Elle fait quelque chose comme plus de 2,50 m de haut. Cette roue était énorme et il y avait des crans, donc il fallait graisser entièrement la roue, très doucement. Alors, mon père leur montrait, il montait dans le haut d'un échafaudage qui restait à l'année d'ailleurs, et avec une queue de cochon, la queue de cochon, la roue tournait tout doucement, et la queue de cochon, on passait un par un dans les rainures de la roue, et ça demandait un certain temps, je dirais même plus d'1 heure, hein, pour que la roue fasse le tour et qu'elle soit toujours bien graissée. Les moulins sont aussi les mauves. Et vous m'avez raconté que votre père était président des mauves, mais qu'est-ce que cela impliquait? Oh là, mon Dieu! À l'époque, les mauves, c'était quelque chose. Parce que il fallait que chaque moulin soit bien desservi. Et pour ce faire, il fallait respecter un repère, ce qu'on appelle un repère. Et ce repère devait toujours être pour tous les moulins au même niveau. Donc il fallait régler toutes les vannes, d'amont en aval. Et des vannes, il y en a pas mal, hein, quand vous comptez 31 moulins entre la nivelle, enfin même un peu plus haut que la nivelle,
au dernier moulin qui s'appelait Coléno, qui va sur l'embouchure, il fallait que tous les niveaux soient respectés. Pour ce faire, mon père était en permanence appelé. Monsieur Magès, le niveau, il y a un tel qui a fait que son déversoir n'est pas respecté, les vannes, toujours les systèmes de vannage. Chaque moulin avait un système de vannage. Et les vannages, Dieu sait que c'était... Pour avoir de l'eau à son moulin, quelquefois, quelques meuniers ouvraient trop les vannes ou ouvraient pas assez les vannes. Donc il avait davantage d'eau. Ayant davantage d'eau, le moulin tournait plus rapidement. Enfin, c'était un problème toujours quand même. Mais il fallait également respecter le faucardement, 2 fois par an, comment ils appelaient ça, faucarder, ensuite le désenvasé, hein, curage des mauves, et puis le volinage. Le volinage, c'était sur tous les bords de mauve, tout devait être nettoyé de manière à ce que les branchages ne perturbent pas le bon courant d'eau. Il fallait que l'eau passe sans être entravée par des branches ou quelque chose qui gêne le courant. Vous avez parlé tout à l'heure de faucardement, mais qu'est-ce que c'est que le faucardement? Alors, à l'époque, donc le président des Mauves faisait venir des employés qui étaient payés par pas mal d'organismes, mais quand même par les meuniers et usiniers de Main-sur-Loire. Il faisait venir 2 fois par an des ouvriers qui, munis de grandes bottes, d'une grande faux, venaient manuellement faucarder, c'est-à-dire couper toutes les herbes qui entravaient le bon courant de l'eau, quoi. Et puis alors, pour ce qui était le curage, alors là, c'était autre chose. Là, il y avait un bateau à fond plat, on mettait les vases. Et ensuite, il y avait des tombereaux, ce qu'on appelait, les tombereaux, c'est-à-dire les voitures à cheval avec un tombereau. Et cette vase, on la mettait sur les tombereaux. Et quand les tombereaux étaient bien remplis de vases, eh ben, ils allaient mettre ça dans les champs. Et ça servait d'engrais. Rien n'était perdu. Tout à l'heure, vous avez parlé de répartition de l'eau. Alors, je crois qu'il y avait 2 sortes de vannes, les vannes de décharge et la vanne meunière. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner une explication? Qu'est-ce qui différenciait ces 2 types de vannes? Bon. La vanne meunière, c'était la vanne qui était devant la roue de moulin. C'est-à-dire, c'est la grande vanne qui se trouve devant la roue. Celle que l'on relève progressivement pour que l'eau commence à passer. Ça, c'est la vanne qui permet à la roue de tourner. Par contre, les vannes de décharge, ce sont les vannes qui sont sur le côté. En général, il y en a 2. Donc, il y en a une qui est près de la roue, la plus importante, celle où le niveau doit toujours être en haut de la vanne, le niveau d'eau. Et la deuxième vanne de décharge, quand il y a trop d'eau, on lève la vanne pour que l'eau parte sur le côté, pour que la roue ne tourne pas trop vite. Il fallait quand même qu'on ait équilibré les niveaux d'eau, parce que si on avait trop d'eau, l'eau arrivait trop vite sur la roue, et la roue tournait beaucoup trop vite. Ce qui faisait un boucan pas possible. On disait, oh là là, la roue s'emballe. Vous avez parlé tout à l'heure des tanneries, c'est-à-dire que le moulin était avant un moulin à temps, donc une tannerie. Est-ce que vous pourriez nous parler des tanneries? Les tanneries, c'était quelque chose, ça sentait très mauvais, déjà. Parce que lorsqu'ils vidaient leur cuve, tous les caniveaux qui passaient devant la maison étaient soit verts, ça passait du vert foncé au vert clair. Et alors après, quand c'était d'autres, je sais pas, fluides quelconques, ça devenait tout blanc, comme du lait, et tout mousseux. Et les mauves en prenaient autant. Alors, j'aime mieux vous dire que quand ils vidaient leur cuve, ça sentait pas bon dans le quartier, hein.
Oh là 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 là, mon Dieu. Mais sans ça, c'était des ouvriers. Bon, bah, ils travaillaient les pots. Et bah, c'était un sacré travail. Hein. C'était dur, c'était très dur. Et ils se servaient bien sûr des mauves. Et les mauves servaient pour le nettoyage des pots. Alors, il y avait des grandes, comment dire, des trappes qui donnaient sur les mauves. Et dans ces trappes, quand elles étaient ouvertes, il y avait des grandes grilles avec des crochets, comme ça. Je les revois encore. Et il y avait un balancier avec les crochets. Les messieurs étaient à genoux et les pots descendaient comme ceci, sur ces grands berceaux, on pourrait dire, et grattaient avec les griffes, et tout ce qui restait des pots, c'est-à-dire la viande, tout ça descendait dans la mauve directement. Et puis tout ça, ça partait après avec les roues de moulin et tout ça, c'était envoyé tout le long du courant, quoi. Mais c'était spectaculaire, hein, vraiment. Puis après, ils faisaient sécher les pots. Alors il y avait des grands séchoirs. Alors ils mettaient toutes les pots quand elles étaient passées donc dans les grandes cuves d'abord où il y avait des acides. Des acides, ça passait parce que les pots redevenaient plus molles, quoi. Ils passaient pour nettoyer ce qui restait de gras et ainsi de suite et de viande. Et ensuite les pots devenaient propres et ils les faisaient sécher. Alors il y avait des grands séchoirs. Ça séchait partout. C'était ça, les tanneries. Merci de nous avoir consacré du temps, merci de nous avoir raconté à la fois les tanneries et l'atelier mécanique. Merci de nous avoir donné une idée de l'ambiance qui pouvait régner à ce moment-là. Merci de votre présence, merci de votre temps, merci. Monsieur Pichon, bonjour. Je regardais tout à l'heure les divers interviews et j'avais envie d'appeler la vôtre Renaissance. Alors Renaissance parce que ce qui a motivé votre venue sur Main-sur-Loire, c'est l'amour des moulins. Alors d'où vous vient cet amour des moulins? Oh, tout à fait par hasard. Quand j'étais célibataire il y a fort longtemps, j'avais acheté un petit moulin dans l'Allier que je m'étais amusé à reconstruire. Et puis, j'ai eu l'opportunité ici, à Main-sur-Loire, de pouvoir acheter ce grand moulin. Donc, j'ai sauté dessus, voilà. Et j'ai vendu l'autre. Et alors, ce moulin que vous avez racheté, c'est quel moulin? Moi, je dis moulin Croppé, bon. Donc, c'est parfait. Voilà. Vous avez commencé des travaux à grande échelle, si je peux. C'est le moins qu'on puisse dire, voilà. Parce que quand nous avons acheté cette ruine, parce que c'était une ruine, hein, avec mon épouse, il fallait vraiment avoir les yeux de l'amour pour acheter ça. Bon, moi, j'en étais pas à ma première restauration de maison, heureusement, donc je pouvais me projeter un petit peu dans le futur, voir ce que ça allait donner. Mais le spectacle était assez désolant, hein, entre les mauvaises herbes, les carcasses de voitures, les canards dans la maison, les fenêtres fracassées. On a connu quelques années de galère. Voilà. J'ai entendu parler de cuisine avec pompe. Oui, mon épouse, qui manifeste une certaine constance, je l'en remercie, a vécu longtemps dans une cuisine avec un pont. Voilà, elle avait un fossé à traverser avec un pont dans la cuisine. Bon, c'était original. Alors, comment se compose ce moulin? Est-ce que c'est une seule bâtisse? Alors non, c'est un ensemble de bâtiments, je dirais un peu de briques et de broc, parce qu'on voit qu'il y a plusieurs époques qui se sont juxtaposées. Bon, je suppose qu'à l'origine, c'était comme tous les moulins de Main-sur-Loire, un petit moulin médiéval, hein, avec une maison d'habitation, et puis de fil en aiguille, c'est devenu cette grande bâtisse qu'on connaît aujourd'hui, et dont l'état actuel remonte à peu près début 19e. J'ai retrouvé des inscriptions 1802, dans la partie la plus récente. Voilà. Donc plein consulat, consulat, directoire. Vous avez trouvé aussi des colombages, me semble-t-il. Oui. Alors, ça avait été transformé en maison d'habitation. J'ai eu le bonheur de trouver des colombages parfaitement intacts. On a retrouvé les plafonds à la française, qui étaient aussi totalement intacts.
Donc quand je parlais de Renaissance tout à l'heure, c'était pour quelque chose. Ah oui, oui, Vous avez oui. fait vraiment beaucoup de Oui, travaux. oui. Et c'est pas fini. C'est pas- Je pense que je n'en verrai pas le bout de mon vivant, mais bon. Alors, ce qu'il y a dans votre moulin et qui nous intéresse particulièrement, et que vous avez eu la gentillesse de nous ouvrir, c'est une roue qui fonctionne. Oui, Alors, oui. racontez-nous un peu l'histoire de cette roue, tout ce que ça a Alors, engagé. oui, alors quand je suis arrivé, la roue était dans un piteux état. Bon, les palettes étaient pourries, l'axe de la roue était complètement faussé puisque le palier latéral, là, enfin, à l'extrémité de l'arbre était complètement usé. Bon, donc elle ne tournait plus. Alors, et les vannages étaient aussi inopérants. Donc la première chose que j'ai fait, c'est évidemment c'est de refaire les vannages. Hein. On a barré la rivière avec des bâtards d'eau plâtre. Enfin bon, tout ça c'était un peu... oui, rocambolesque. Bon, ça a pris quelques mois. Et puis ensuite, j'ai refait la roue. Donc pendant des semaines, si ce n'est des mois, j'ai fait l'écureuil dans la cage de la roue pour remettre toutes les planches en place. Alors, Voilà. cette roue, elle est faite, elle se compose de quoi? Alors c'est une roue qui est relativement moderne. Hein. Bon, elle date du 19e. Hein. C'est une roue dont l'ossature est métallique avec c'est des bandes de fer rivetées. Et puis sur cette ossature sont boulonnées des planches en chêne. Hein. Donc c'est une roue dite de poncelet, c'est-à-dire que c'est une roue qui est attaquée par le dessous. Vous avez un rêve, je le sais, ce serait de reconstituer Ah une chaîne entière. oui. Alors, dites-nous de quoi cette chaîne est composée, ce que vous avez sous Alors, malheureusement, dans l'état actuel du moulin, il avait été modernisé au 19e et les meules ont disparu pour être remplacés par des broyeurs à cylindre, donc pour faire de l'alimentation pour le bétail. Hein. Donc mon rêve évidemment ça serait de remettre en place les meules parce que j'ai tout ce qu'il faut, j'ai encore l'emplacement des meules, l'alarme avec le pendule de Watt, enfin tout est là, tout est prêt à fonctionner. Mais bon, il faut que je trouve des meules et puis il faut que je retrouve surtout le savoir-faire pour installer tout ça parce que bon, c'est absolument pas mon métier. Moi, je découvre ça au fur et à mesure de mes erreurs, je puis dire. Hein. Voilà. Bon, Et alors le projet final, c'est-à-dire la réhabilitation totale de cet ensemble de bâtiments, vous la feriez dans quel but? Alors, d'abord pour m'amuser hein, et amuser ma famille, bien sûr. Bon, accessoirement, j'aimerais bien faire mon électricité, parce qu'actuellement j'ai une génératrice. Et puis ce que je voudrais faire aussi, c'est récupérer tous les greniers qui sont immenses et qui seront plus jamais utilisés, hein, les récupérer pour faire un gîte, mais un gîte pour personnes handicapées. Parce que bon, j'arrive maintenant à un âge où je travaille quand cela me plaît, donc j'envisage pour ma retraite de me consacrer au monde de l'handicap. Hein. Actuellement, je fais beaucoup de bénévolat, j'accompagne des gens de par le monde, je les fais voyager, et j'aimerais bien aussi pouvoir un jour les loger, les recevoir. On est dans une région qui est relativement intéressante, au point de vue attractive, donc voilà, c'est mon projet, disons, mon projet final, quoi, mon grand œuvre, si je puis dire. Écoutez, merci infiniment de nous avoir consacré du temps et puis merci de consacrer du temps aussi à ce patrimoine qui nous est cher.